Bonjour. L'idée, c'est de présenter une série qui s'appelle Vanité, une série de photos que j'ai réalisées, mais de m'appuyer sur l'histoire de l'art et sur certains peintres et essayer de voir aussi les grands thèmes qui sont abordés, tout en parlant de l'évolution, on va dire, technique et la compréhension du monde qui entoure les peintres de cette époque. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà, Vanité, c'est donc une série inspirée des maîtres de la peinture baroque. En introduction, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait des études d'art et que j'ai eu une certaine forme de frustration, sachant qu'on est passé en 6 mois des grottes de Lascaux au XXe siècle et qu'on a tourné ensuite dans le XXe siècle, qui est quand même assez intéressant. Mais voilà, quand je suis rentré en école d'art, mon but était plutôt d'apprendre tout ce qui est classique. Donc j'ai appris énormément de choses, mais en sortant de cette école, voilà, cette frustration était présente. Et puis plusieurs décennies par la suite, j'ai décidé donc de faire une série de photos qui rend hommage à certains peintres, notamment le Caravage, de la Tour et également quelques petits clins d'œil à Velázquez. Donc voilà, Vanité, série inspirée des maîtres de la peinture baroque. On vit donc une époque formidable. Je vais plutôt me concentrer sur le Moyen-Âge, la Renaissance et surtout le baroque, en faisant des sauts dans l'histoire de l'art et en regardant très très rapidement quelques peintres et la manière qu'ils ont donc de représenter ce monde qui les entoure. Je pense que resituer un petit peu la période peut être intéressant. Tout le monde n'est pas forcément historien de l'art et tout le monde n'a pas en tête forcément toutes ces périodes. Donc l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Alors l'époque moderne elle-même est constituée de plusieurs sous-époques, entre guillemets, dont le baroque, le classique et le romantique. Ce qui va nous intéresser, nous, dans cette présentation-là, c'est vraiment le baroque, qui est donc de 1580 à 1770. Alors les dates sont arrêtées un petit peu comme ça. Il y a certains ovnis quand même. Il y a quelques peintres qui ont réussi à être bien en avance sur leur temps. Notamment, je pense à Léonard de Vinci, qui est un peintre de la Renaissance, mais qui avait déjà des techniques qui seront utilisées plutôt dans l'ère baroque, voire plus tard. On va commencer par quelques exemples du Moyen-Âge. Ici, on a Giotto qui a peint, donc c'est une fresque, une très grande fresque qui se trouve à Padoue. Donc on est au Moyen-Âge et c'est Giotto donc qui a peint la rencontre à la Porte d'Or qui représente Sainte Anne et Saint Joachim qui s'embrassent devant cette fameuse Porte d'Or qui sont donc le père et la mère de Marie. Donc on est très très empreint à cette époque-là de religion. Il est bien évident que la plupart, voire la quasi-totalité des peintures qui sont produites à cette période-là sont extrêmement et intimement liées à la religion. Donc on voit ici ces deux saints avec leurs auréoles devant la porte dorée, et on voit bien que même si Giotto était également architecte, qu'au niveau de la représentation en peinture de l'architecture, il y a des problèmes de proportion, de réalisme, on va dire, même si c'est pas forcément le but qu'on recherche à l'époque, car à l'époque, les personnes importantes devaient être plus grandes que les personnes de moindre importance. Il en va de même pour les bâtiments. Ça donnait une forme d'emphase aux personnages et d'importance au personnage. Mais on voit bien qu'en termes de perspective, voilà, il n'y a pas une réelle volonté d'être très très précis et de retranscrire une réalité du monde extérieur. On reste dans une représentation qui interprète la réalité et qui n'est pas dans le descriptif, du moins pas encore. On va avancer un petit peu. On va rester au Moyen-Âge. On va rester avec Giotto et on va être maintenant sur ce tableau qui est la Lamentation, qui est une fresque, fait toujours partie de la fresque qui est à Padoue, où on voit que, pareil, en termes de perspective, on n'est pas forcément très très au point.
Les visages sont assez schématiques, sont assez, assez simplifiés. En termes de composition, on n'est pas non plus encore dans quelque chose d'extrêmement recherché. Même si dans cette fresque-là, on a quand même déjà une forme d'humanité. C'est-à-dire que si on fait abstraction des petits anges qui volent dans le ciel, les personnages qui sont représentés dans la scène ont quand même une forme de réalité, commencent à ressembler à quelque chose qu'on peut décrire de réel. Vous voyez que Jésus n'est plus une personne qui est beaucoup plus grande que les autres, il est humanisé et on reste dans une représentation qui se veut plus ou moins réelle. On avance encore un petit peu dans le temps, ce coup-ci on arrive à la Renaissance. Alors ce qui est intéressant à la Renaissance, c'est qu'on a des artistes comme ça, comme Botticelli, qui est résolument moderne, c'est-à-dire que sa peinture, on est presque déjà dans du surréalisme, on est dans une représentation du monde qui est un peu plus juste, entre guillemets, que Giotto. Même si au niveau des perspectives, il y a des choses qui sont complètement aberrantes, on se demande comment Vénus peut tenir sur ce coquillage. Certaines proportions sont assez douteuses et les corps sont encore très rigides. Quand on regarde Vénus, on voit plus une sculpture qu'une représentation graphique qui serait vouée à montrer une réalité. Et on va avancer encore un petit peu, toujours dans la Renaissance, avec ce tableau qui est assez controversé de Véronèse, qui est le dernier repas ou la scène, mais qui a changé de nom par la suite et qui est devenu le repas chez Lévi. Tout simplement parce que c'est une commande qui avait été faite par les dominicains de mémoire, et que les commanditaires de cette œuvre, une fois qu'ils l'ont vue, l'ont trouvée trop profane, tout simplement. Donc Véronèse a décidé de changer le titre, ne voulons pas compromettre son travail, de manière à ce que ce soit quelque chose de un peu moins biblique. On voit donc dans ce travail-là qu'on a un travail de perspective qui maintenant est complètement juste. Les arches, la perspective est réelle, semble réelle du moins, est beaucoup plus juste que ce qu'on a vu aux premières photos que je vous ai montrées au niveau du Moyen-Âge de Giotto. On voit bien la différence ici. On a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Les personnages, eux, sont très réalistes. On est dans une peinture de l'instant, ce qui est relativement nouveau. On n'a pas l'impression que les personnages sont posés ici. C'est presque un début de la peinture de genre, même si on est quand même très très religieux encore. Jésus est au centre, mais est dépourvu d'auréole, et on commence à s'écarter un petit peu de la peinture vraiment dédiée uniquement et exclusivement à l'iconographie religieuse telle qu'on l'a entendue jusqu'à présent. On voit au niveau de la composition les rambardes aussi qui partent dans les diagonales. On a une perspective très centrée avec l'arche du milieu qui est vraiment au milieu du tableau. Jésus qui est pile à l'aplomb du milieu de cette arche. On a vraiment une scène qui est assez fournie, assez riche et qui paraît relativement réaliste. On va faire un bond maintenant, on va enfin rentrer dans le baroque. Et on va commencer avec un tableau de Caravage que personnellement je trouve assez exceptionnel. C'est une des premières fois où la perspective est utilisée aussi justement. Donc c'est la conversion de Saint Paul. Saint Paul donc, qui part à cheval et qui à un moment a une illumination, le ciel s'éclaire, un rayon de lumière tombe sur lui, il tombe de cheval et il a une révélation, il voit Dieu. Ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a la perspective en elle-même, c'est-à-dire qu'on a deux personnages et un cheval qui sont dans le cadre de cette peinture. La perspective du cheval est complètement résolument moderne là aussi. De manière générale,
on ne peignait pas à l'époque les croupes des chevaux. Donc on est déjà dans une volonté de sortir un petit peu du cadre. On travaille beaucoup en raccourci. Le raccourci, c'est cette perspective qui va raccourcir donc les distances, tant au niveau du cheval, qui paraît un petit peu ramassé, même si la perspective est juste, qu'au niveau de Saint-Paul, qui lui est au sol, et l'angle qui est décidé donc par Caravage est vraiment original et change vraiment des conventions ordinaires. Donc on voit Saint-Paul baignant dans la lumière, les bras tendus vers le ciel, qui peut aussi renvoyer à Jésus, et le palefrenier derrière qui retient le cheval. On a vraiment une composition très serrée, très compacte. Au milieu du tableau, on a les deux mains du palefrenier, les deux mains de Saint-Paul, on a les pieds du palefrenier, on a les jambes de Saint-Paul, les pattes du cheval, on a cet enchevêtrement d'informations qui est assez confus et qui pourtant fonctionne très très bien. Voilà, l'emplacement des éléments dans ce tableau est vraiment pensé, réfléchi, de manière à nous donner à la fois ce côté très ramassé, très intime, et à la fois ce côté très compact et très réaliste, cette fois-ci. On va avancer un petit peu et on va voir une autre manière de montrer le monde à cette époque avec un tableau de Georges de la Tour qui s'appelle Le Tricheur. Alors il y en a plusieurs, il y a eu plusieurs versions, cette scène a été même reprise par d'autres peintres. Ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est il y a deux aspects qui moi m'interpellent. Le premier, c'est la vitesse d'exécution. On voit que les traits sont assez simplistes, donc on a quelque chose d'assez assez loin de la recherche de détails à tout prix. Ça c'est la première chose, et la deuxième chose également, c'est la scène qui est montrée dans ce tableau est une scène qui n'est pas religieuse cette fois-ci, qui est un moment de vie et qui est très proche au final de la photographie. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à une époque où on se permet de faire des photographies, des peintures, lapsus révélateur, des peintures qui dépictent un instant de vie très précis, un moment très court. On n'est plus forcément tout le temps dans des photos très posées, des allégories et des choses très conventionnelles. Alors de la Tour, c'est quelqu'un d'intéressant aussi. Il est né quand Caravage avait 7 ans, donc il a un peu hérité aussi du travail de Caravage. Il a travaillé énormément sur le clair-obscur également, et c'est quelqu'un, on va dire que l'œuvre de la Tour est mort en même temps que lui. C'est-à-dire qu'au décès de la Tour, son œuvre a été dispersée et a été relativement perdue. Il a fallu attendre le XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, pour que son œuvre soit partiellement reconstituée et que certaines œuvres qui étaient attribuées à d'autres peintres comme Rembrandt lui soit restituée. Donc voilà, c'est un peu une histoire étonnante au niveau de la Tour. Tout comme Caravage. Caravage, c'est le mauvais garçon de l'ère baroque qui a dû s'exiler après un meurtre et qui est mort, dit-on, assassiné par le capitaine du bateau qui le ramenait chez lui. Donc voilà, des histoires de vie un petit peu complexes, riches et assez intéressantes. Du coup, voilà, sur ces bases-là que je vous ai montré, cette évolution de la représentation du monde qui entourait ces personnes, je me suis basé sur donc Caravage, dont l'œuvre est quand même relativement importante, pas forcément par la quantité, mais par la qualité vraiment et la compréhension de à la fois la perspective, la couleur, la lumière, l'anatomie. Il faut savoir que dès la Renaissance, les peintres qui n'étaient pas que peintres, qui étaient alchimistes, architectes, inventeurs, comme Léonard de Vinci dont on a parlé plus tôt, ces personnes-là étaient des scientifiques, étaient constamment en recherche, et il n'était pas rare de les voir aller dans les cimetières déterrer les morts pour pouvoir avoir des corps et faire
une étude d'anatomie tout simplement sur ces corps-là, de manière à pouvoir retranscrire par la suite dans leurs travaux une musculature, une anatomie plus juste, plus réelle et comprise de l'intérieur. Donc voilà, je reviens donc sur mon fil conducteur. J'ai donc produit une série photographique directement inspirée du travail de Caravage et du travail de Delatour, où j'ai utilisé des thèmes, des grands thèmes qui existent dans la peinture de cette époque-là, mais aussi dans une peinture plus moderne, et parfois également dans une peinture plus classique. L'idée était surtout, en tant que photographe, de travailler avec la lumière, bien sûr, mais en étant directement inspiré du travail de lumière de clair-obscur, donc de Caravage et Delatour, entre autres. Donc cette série s'appelle Vanité. Le terme vanité est directement lié à ces natures mortes qu'on a l'habitude de voir, où les objets sont positionnés vraiment à un endroit très précis pour que la composition se tienne et qu'il y ait une lecture d'une histoire. En fait, toutes ces vanités, ces natures mortes racontent une histoire. La fin de l'histoire est toujours la même, c'est-à-dire que tout est vanité. Donc on a beau avoir des biens, des richesses ou de la connaissance, au final, on va tous mourir, donc tout est vanité. Voilà un petit peu le message très gai que nous envoyaient toutes ces personnes-là. Donc dans cette série Vanité, je me suis donc inspiré pour certaines de ces photos, pour les natures mortes principalement, des vanités existantes que vous voyez ici. Donc le crâne qui représente la mort, le sablier qui représente la mort bien entendu, la fleur qui représente également tout ce qui est éphémère. Il n'est pas rare d'avoir des fleurs séchées avec des pétales qui tombent pour montrer ce côté éphémère. On a souvent des bougies qui sont éteintes, on a des instruments de musique qui montrent le savoir, on a également des livres qui sont la connaissance, etc., etc. Donc à chacun il va de son thème et va organiser donc ses compositions et peindre ces vanités qui ont toutes le même dénouement au final. Alors voici une première photo inspirée des compositions en triangle. Donc une composition en triangle, on en a vu une également ici par exemple avec le tricheur. Et il y en a d'autres, c'est des compositions qui sont très intéressantes, qui sont relativement dynamiques, avec un point haut et deux lignes donc, qui partent de ce point haut et qui alignent les sujets. C'est exactement la même chose qu'on a ici, avec donc un arrangement qui fait vraiment penser à tout ce qui est lié à la nature morte, les vanités de l'époque, la clé du savoir, la boussole du savoir également, hein, le voyage, le temps, le livre de la connaissance, le crâne qui est inéluctable, la longue vue de la connaissance également, les fleurs séchées avec les pétales et la bougie ici qui est éteinte sur un fond très très sombre à la Caravage et à la Delatour, qui sont deux peintres qui ont été parmi les premiers, on va dire, à décontextualiser leur tableau. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'avoir 1000 choses qui expliquent 1000 détails, comme on a pu voir dans les périodes antérieures, mais on commence à se concentrer sur le sujet. Et ce qui est important, c'est vraiment le sujet et que le sujet. On le voit bien ici également, hein, quand on a regardé ce tableau ici de Delatour, le fond est très sombre. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la scène qui est ici. Il en va de même ici pour ce tableau que je vous ai montré de la conversion de Saint-Paul, où il pourrait très bien y avoir des montagnes, des forêts, le ciel derrière. Non, là, ce que Caravage a voulu, c'est vraiment isoler, décontextualiser la scène, de manière à ce que la personne qui regarde le tableau soit directement orientée sur la scène qui s'y déroule. Donc voilà, ça c'était pour les vanités. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui est très très commun, c'est l'œil de sorcière ou ces miroirs bombés. Alors ces miroirs bombés, on a l'habitude de les voir chez les mariés de Van Eyck par exemple, ou d'autres. Ici on a le Parmesan sur l'image de droite qui a fait un autoportrait au miroir bombé. Et on a d'autres peintres, alors il y en a une multitude hein, qui utilisent soit ce miroir pour montrer ce qui se passe à l'extérieur de la scène, et ça c'est assez intéressant, on verra ça d'une autre manière avec Velázquez un peu plus tard. Donc l'intérêt de montrer ce qui se passe en dehors de la scène, ou comme ici,
où ce vendeur a un miroir bombé qui va montrer ici les 2 clients qui sont hors champ, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le cadre même de la peinture. Donc, m'inspirant de ces miroirs bombés ou ces yeux de sorcière, j'ai produit cette photo-là, donc avec un miroir bombé qui est accroché à un mur, et ce que vous voyez à l'intérieur du miroir est une vanité qui a été mise en place devant le miroir, bien sûr, et qui a été pris en photo par la suite. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement cet effet bombé qu'on peut avoir avec les films et les photos qu'on prend maintenant, avec les ultra grands angles comme les GoPro par exemple. On a tous vu des séquences tournées avec des GoPro qui sont complètement déformées. Donc il y a à la fois un côté très moderne, actuel, et un côté très classique à ce genre de choses-là. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que comme j'étais dans le champ quand j'ai fait la photo et que donc on me voyait avec le trépied et l'appareil photo, il a fallu que je nettoie entre guillemets le studio et que je remplace certaines parties par quelque chose. Et j'ai voulu rendre un hommage sur cette photo-là à Velázquez avec sa peinture Las Meninas, où on voit ici 2 tableaux de Velázquez. Au fond, on voit ici un miroir dans lequel se reflètent Philippe IV et la reine d'Espagne, et puis des portes ici et là, qu'on retrouve dans le tableau Las Meninas, ici, de Velázquez. On retrouve ici donc ce miroir dans lequel se reflètent le roi et la reine, qui sont à notre point de vue, finalement. Ici, on a quelqu'un qui est censé être un membre de la famille de Velázquez, qui serait la personne qui était en charge des travaux de tapisserie, et qui était également le chambellan de la reine à cette époque-là. Ce qui est intéressant dans ce tableau de Velázquez, c'est qu'on a vraiment plusieurs lectures. Déjà, Velázquez est présent, donc on pourrait prendre ça comme un autoportrait. Il est en train de peindre une toile. Ces sujets sont ici, les sujets ne sont pas posés. On a l'infante qui est au milieu, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a une espèce de chaos qui se déroule. Les gens ne sont pas en train de poser. On a ici donc le reflet du roi et de la reine, et ici ce personnage qui est en arrière-plan. On a vraiment une lecture qui va et qui vient, qui joue sur le champ et sur le hors-champ. Tout simplement, c'est assez moderne et c'est assez étonnant. Vous remarquerez qu'on a encore une composition en triangle ici qui passe par ce point haut et qui redescend ici, et ici également avec ce triangle inversé. Donc voilà, j'ai voulu rendre hommage un petit peu à ce tableau qui est un tableau que j'affectionne tout particulièrement, en prenant par exemple la porte qui est ici, en la remettant ici, en prenant les 2 gros tableaux qui sont en haut, qu'on voit pas complètement ici sur l'écran, en le mettant là, voilà, en voulant reconstituer un petit peu l'arrière-plan de cette vanité avec des parties de ce tableau-là. On va rentrer dans les grands thèmes classiques. Un des grands thèmes classiques, c'est la Madeleine, Marie-Madeleine, qui à un moment décide de se déposséder de tous ses biens matériels, et entrer de corps et âme dans la piété. Donc on a plusieurs représentations de la Madeleine. On a ici une version de la tour qui est assez intéressante, parce qu'en fait de la tour très très souvent éclaire ces sujets avec une lumière qui vient de l'intérieur, comme une bougie ici par exemple. Donc on a une lumière radiale qui vient du centre de l'image, et souvent cette lumière, cette flamme est occultée soit par un crâne comme ici, soit par un membre, une main ou un objet. Alors il y a plusieurs hypothèses pour cela, parce que c'est quand même quelque chose qui est récurrent chez Delatour. On a tous fait le test un jour de coupure d'électricité de prendre une bougie à la main. Et en fait, quand on a une bougie à la main et qu'on essaie de regarder ce qui se passe, en fait on ne voit rien, on est ébloui par la lumière de la flamme. Donc on a tendance à mettre la main devant la flamme, ce qui permet de recontraster l'image et d'effectivement de voir ce qui est éclairé. C'est exactement la même chose, tout simplement. Il faut savoir qu'à l'époque, les peintres peignaient principalement à partir de modèles vivants, donc la lumière était éblouissante, et donc le subterfuge le plus simple était d'occulter la flamme avec quelque chose.
Donc voilà, je vous ai parlé de cette lumière radiale qui vient du centre du cadre de l'image, qui est vraiment typique de la tour, à l'inverse de Caravage, on va le voir un petit peu plus tard, qui lui a plutôt une lumière qu'on appelle une lumière divine, qui vient donc de l'extérieur, qui vient du haut, et qui est extérieure au cadre. C'est vraiment les deux choses qui changent entre de la tour et Caravage en termes d'éclairage. Pourtant, les deux travaillent en clair-obscur. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est deux approches complètement opposées et pourtant très très liées. Donc voilà, plusieurs exemples ici de la Madeleine, toujours un petit peu dans le même style. Ici, on voit bien qu'elle est en train de se déposséder de ses bijoux. Il y a une réflexion, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le thème est redondant et récurrent, et donc j'ai fait une version qui m'est propre, qui allie également la réflexion dans le miroir. Vous avez vu qu'il y a très très souvent des miroirs, ici et là, sur les représentations de la Madeleine. La flamme ici occultée par le crâne, et donc une représentation de la scène qui est éclairée par le centre de l'image. Alors je ne vais pas vous embêter avec des techniques photographiques, mais ce sont plusieurs images qui sont recomposées, et chaque image a été prise avec un flash qui a été positionné dans un angle différent, de manière à recomposer une lumière radiale. On garde comme on l'a ici, vous voyez les fonds sont très, très simples, très sombres, encore une fois on décontextualise, il y a vraiment un minimum d'objets, d'accessoires. Donc pareil ici, l'idée c'était de rentrer dans quelque chose de très sobre avec les bijoux ici, le livre, le crâne, la lumière, la réflexion. On est encore dans des représentations liées à la religion, bien sûr. Hein. Comme ici, Georges de la Tour, avec toujours les flammes qui sont occultées, avec l'apparition à Saint-Joseph. L'apparition à Saint-Joseph s'assoupit dans certaines versions, dans d'autres il est en train de travailler, et il a une apparition qui serait Jésus ou un ange selon les interprétations. J'ai trouvé cette idée assez intéressante, et donc j'ai donné ma version qui est ici, avec donc Jésus qui est ici, qui occulte la flamme toujours, et ici le personnage principal, Saint-Joseph, qui, comme vous le voyez ici, est assoupi. Et pour la petite histoire, la personne qui a été utilisée pour représenter Saint-Joseph était réellement en train de dormir. On va avancer un petit peu sur un autre thème qui, lui, est présent à partir du milieu de la fin de l'Antiquité, et qui est un thème récurrent également, qui est l'alchimiste. Donc on a parlé donc de ces artistes, de ces peintres qui n'étaient pas que peintres, qui étaient souvent sculpteurs, alchimistes, chercheurs, astronomes, mathématiciens. Donc ces personnes-là qui ont tout à apprendre, en fait tout à découvrir pendant cette période-là, sont très souvent représentés dans un joyeux bazar. Des livres ouverts, des choses qui traînent, des vases, des fioles, souvent il y a un assistant quelque part également qui traîne, des objets cassés, et ça m'a assez interpellé. J'ai trouvé que c'était relativement intéressant de voir que les sciences qui étaient les plus évoluées pour cette époque-là étaient représentées dans cette espèce de chaos assez indescriptible. Donc j'ai voulu aussi rendre un hommage à ce thème-là, avec cette photo-là, qui est toujours composée en triangle, un petit peu à la manière de Caravage, comme souvent chez Caravage, avec cet alchimiste qui tient donc cette bonbonne, avec ce livre dans la main, et ce chaos d'objets qui sont placés à des endroits relativement stratégiques tout de même, pour avoir une espèce de dynamique dans l'image. Donc cette composition en triangle également, avec ce miroir de sorcière, cet œil de sorcière. Voilà, et le tout, encore une fois, relativement décontextualisé. Hein. On est en intérieur, donc on a quand même un mur en pierre qui est sombre, un drap sur la droite pour équilibrer un petit peu la composition.
mais on est dans quelque chose d'assez fouillis, d'assez confus encore. En dehors de ces scènes qui représentent des moments clés de la religion ou pas, on a aussi ce grand courant qui est lié au portrait. Et alors pour les portraits, un des peintres que j'aime bien, c'est vraiment Velázquez. Velázquez a été le portraitiste de Philippe IV pendant quasiment tout son règne. Et dans les portraits de Philippe IV qui sont réalisés par Velázquez, on voit vraiment le roi de son plus jeune âge jusqu'avant sa mort. Philippe IV a une apparence un petit peu spécifique. Il est roux, il est prognate, c'est-à-dire que sa mâchoire inférieure est un peu plus en avant par rapport à sa mâchoire supérieure. Il a un air vraiment assez spécifique. Et donc il est très très reconnaissable. Et donc là, avec ce genre de tableau-là, on rentre vraiment dans le portrait posé du noble, du notable, où on doit montrer son élégance, sa stature, son rang social, par des poses comme sur la peinture que vous voyez sur la droite, voilà, avec une forme de symbolique. Pour autant, Velázquez, dans ces deux portraits-là, décontextualise également la scène. Bon, il a fait des scènes de portraits avec une vue en arrière-plan des habitations de ces notables avec les dorures, etc. Mais là, sur ces deux tableaux-là et d'autres, il décontextualise aussi. On voit qu'on a un travail qui est proche du clair-obscur, hein, qu'on a vu avec Caravage et de la Tour, et qu'au niveau de la représentation, on arrive à des visages qui sont de plus en plus réalistes. Et c'est assez important et intéressant aussi dans le travail de Velázquez avec les portraits de Philippe IV, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment suivre l'évolution en âge, l'avancée dans l'âge de Philippe IV, et on s'aperçoit que ce visage est bien le même et qu'il est omniprésent et qu'il change avec le temps. On est vraiment sur une représentation qui devient fidèle à la réalité. Donc voilà, alors ce qui est intéressant, enfin plutôt amusant, plus qu'intéressant, c'est que j'ai parlé donc du visage de Philippe IV qui est assez reconnaissable, et j'ai un beau-frère, comme beaucoup de personnes, mais mon beau-frère est vraiment le sosie de Philippe IV, donc il est venu un jour au studio et j'ai pas pu résister de le prendre en photo, donc c'est juste un petit clin d'œil, hein, à Velázquez et à ses portraits de Philippe IV. L'idée était de montrer voilà, cette stature, cette carrure, ce côté relativement impressionnant des notables de l'époque, avec tous les codes qui étaient utilisés pour ces représentations-là. Après, en dehors des rois et des reines et des personnes de très très haut rang, certains notables aussi voulaient se faire j'allais dire, prendre en photo, se faire tirer le portrait, donc se faire peindre, et ça donne des choses assez étonnantes parfois. Donc ici, on a un portrait d'une petite fille, manifestement bourgeoise, avec un côté déjà un petit peu bohème, avec les pieds nus, dans un environnement très sobre et relativement cossu. Et la même petite fille sur le thème de la liseuse, qui est un thème là aussi récurrent et qu'on retrouve jusqu'au XXe siècle sans aucun souci. La liseuse est un thème très intéressant. Donc là, du coup, c'était une manière aussi de rendre un nouveau hommage au clair-obscur de l'époque du baroque, avec une lumière relativement précise et qui permet d'éclairer uniquement certaines parties qui sont les plus importantes. Toujours dans les portraits bourgeois, la pianiste, alors on voit énormément de tableaux représentant des personnes assises à un piano. Ça montre un certain rang. Déjà, on peut se payer un piano, et puis on est musicien, on a pris des cours, et puis voilà, on a quand même c'est une forme de distinction d'être musicien, avec en arrière-plan cette vanité dédiée à la musique. Et puis un petit clin d'œil aussi avec un autoportrait qui peut renvoyer également à Rembrandt et d'autres personnes, bien sûr, hein,
Voilà, ce côté très, très digne, cette composition en triangle, toujours la main posée sur un livre, le livre de la connaissance qui pourrait être la Bible, ce personnage très en place, très posé, qui nous toise un petit peu du regard, avec un arrière-plan toujours décontextualisé. Et puis on va rentrer dans des choses un petit peu plus proches du tricheur que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on a parlé du tricheur, on a vu que c'était un tableau qui était déjà presque une scène de genre, c'est-à-dire de genre minime, c'est-à-dire de tableau qui n'était pas ni sacré, ni de moindre importance, on va dire. Tout simplement parce que c'est des scènes de la vie de tous les jours. Une des scènes qui est redondante, un des thèmes redondants dans la peinture de cette période-là, c'est la diseuse de Bonaventure également, où là on a ce notable qui vient se faire prédire l'avenir et qui a manifestement pas envie d'entendre ce que la diseuse de Bonaventure est en train de lui dire. Donc voilà, un exercice à la de la tour, encore une fois, avec la lumière d'une bougie placée au centre de l'image, occultée par un des membres. Et une composition, ce coup-ci, qui est toujours en triangle, mais peut-être un peu moins évidente, mais quand même, on a le regard du notable ici qui part dans les yeux de la diseuse de Bonaventure, et on a une espèce de dominance du sujet de gauche sur le sujet de droite, même si le sujet de droite, la diseuse de Bonaventure regarde le notable en lui disant « Mon bon ami, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça ». Voilà, on va changer de thème maintenant, et on va parler de la parabole de l'homme riche, selon saint Luc, qui est ce tableau-là, qui a été attribué à Rembrandt au départ, et qui en fait s'est avéré être un de la tour. On est encore dans du clair-obscur, toujours la bougie occultée par la main. On a cet homme qui regarde une pièce avec ses livres de contes, où on est quand même sur une représentation basée sur un épisode de la Bible cette fois-ci. Donc j'ai voulu donner proposer mon regard sur ce tableau-là qui m'a donné ceci. On remarquera dans le tableau original de la Tour qu'on a des choses assez réalistes ici qui sont très bien vues. Toutes ces ombres et ces détails sont assez intéressants. J'ai voulu essayer de garder un petit peu les contrastes que de la Tour nous proposait. On va avancer un petit peu encore, et là on va rentrer complètement dans un thème très biblique cette fois-ci. À nouveau, on va revenir sur ces thèmes bibliques avec le dîner à Emmaüs. Alors le dîner à Emmaüs, l'histoire dit que Jésus, une fois ressuscité, se met en marche pour Emmaüs et croise sur sa route des pèlerins. Et deux de ces pèlerins le voient et le trouvent bien fatigué et lui disent viens avec nous, on va t'accompagner jusqu'à Emmaüs et puis on ira manger dans une bonne auberge. Arrivé sur place, effectivement, il s'attable à une auberge et à un moment, Jésus bénit le pain et c'est à ce moment-là précis, cet instant très précis, que les pèlerins se rendent compte que la personne qu'ils ont accompagné jusqu'à l'auberge était Jésus. Ce qui est intéressant dans cette vision du dîner à Emmaüs, sur ces deux exemples que vous avez à l'écran, c'est ce réalisme dont on a parlé, où on a quand même quelque chose, on a une représentation de la scène qui est très précise, tant au niveau des proportions que de l'anatomie, etc. L'utilisation des couleurs également devient très, très intéressante. Et toujours cette décontextualisation où on a très très peu d'éléments décoratifs de manière à se concentrer encore une fois sur la scène en elle-même. On voit dans les deux exemples que je vous ai montrés l'aubergiste qui regarde un petit peu cette scène avec étonnement, et surtout les deux pèlerins qui sont, dans les deux exemples que je vous ai montrés, qui sont dans l'instant où ils se rendent compte de la chose. C'est-à-dire dans des postures, dans des positions très fugaces.
Et là encore, on est dans une représentation d'un instant, avec la volonté de figer un instant. Donc on est déjà, si je peux le dire ainsi, on est déjà dans de la photographie, de l'imagerie, on va dire, de l'instant, tout simplement. Une des représentations du dîner à Emmaüs qui me plaît le plus, c'est celle-ci, qui est de Caravage. On remarquera cette lumière divine, entre guillemets, qui vient du coin supérieur gauche de l'image, qui est vraiment la signature de Caravage, cette lumière qui vient de l'extérieur du cadre. Encore une fois, on l'a vu, hein, à l'inverse de la tour, où la lumière vient de l'intérieur du cadre. Et cette composition en triangle, encore une fois, avec l'aubergiste et sa femme qui regardent la scène, et les deux apôtres qui sont vraiment dans dans une position d'instantané. Vraiment, on est au moment où ils se rendent compte que c'est Jésus qui est en face d'eux. On a cet étonnement, la position de leur corps, vraiment le langage de leur corps nous montre vraiment cet étonnement et cet instant très très fugace. C'est cette version-là dont je me suis inspiré pour donner ma version ici, en essayant toujours pareil, hein, de retranscrire les codes de ce type de peinture. Donc on a décontextualisé le fond qui n'est pas complètement noir, on a ce clair-obscur, et puis toutes les petites choses comme le pain bien sûr sur la table, la coquille Saint-Jacques qui est le symbole des pèlerins. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette série de photos, j'ai pu illustrer justement cette justesse de lumière, de composition et de rendu de la vie qui entoure les peintres de l'époque baroque, enfin du moins certains d'entre eux, et que le lien a été plus ou moins évident. Voilà, je vous dis merci en finissant sur cette photo-là. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie.